Bonsoir, chers collègues. Nous voudrions, chères candidates, chers candidats, à l'entame de cette présente cérémonie, présenter les éminents professeurs qui ont dû faire des sacrifices sur eux-mêmes pour continuer le plaisir de partager avec vous. J'aurais bien aimé être à côté de ma tendre épouse, prenant mon thé. Mais j'ai laissé ce plaisir, comme mon ami Babou, pour venir vous montrer encore une fois notre affection, notre disponibilité et notre engagement à servir juste parce que nous devons servir. À ma droite, nous avons quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas. Certainement, vous allez le découvrir avec beaucoup de plaisir. Il s'appelle M. Hamidou Diop. Il est actuellement professeur de philosophie au lycée Jules Sagnan. Il a même eu à rédiger 1 à 2 ouvrages. À ma gauche, on n'a pas besoin de présenter Babou. Nous le connaissons. Babou, Aliou Babou, professeur de philosophie au lycée Ahmadine Daksek, d'excellent chez Ahmedou Kane. Mais par la même occasion, sachez que M. Babou est justement le président du Forum civil à Thiès. Aujourd'hui, on ne dit plus M. Babou, on dit Docteur Babou. Il a eu, machallah, à soutenir son doctorat. Maintenant, il mérite le titre de docteur en philosophie. À sa gauche, il y a l'excellent M. Samb, un homme posé, un homme simple, mais un homme profond, un homme pertinent. M. Samb n'a jamais désisté quand j'ai fait appel à lui, de jour comme de nuit. Chers collègues, voilà Thiès, il y a Malixi, il y a Lens, il y a Jules Sagnan, il y a les écoles privées. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est la présence, M. Babou, de nos pensionnaires de INEFJA. Quand j'ai vu Khadim et un autre, j'ai dit Khadim, tu es venu? Il m'a dit oui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. En ce moment, beaucoup d'élèves sont en train de rattraper avec leurs professeurs. Sinon, la salle n'aurait pas pu contenir ces élèves-là. Tout à l'heure donc, on va donner la parole à M. Samb, Lamine Samb. Il va revenir à sa manière sur le thème de l'État. Quand il terminera, M. Babou va reprendre la parole pour rappeler à ceux qui dormaient, à ceux qui n'avaient pas tout retenu, les grandes lignes de la communication de M. Samb. Ensuite, on va donner la parole à M. Hamidou Diop. Il va vous servir à boire et à manger sur le thème de la liberté. Babou encore, il va refaire la modération. Moi, je vais prendre la tâche la plus facile. Donc, déglu cette année. Mais après les communications, les élèves pourront poser des questions sur tous les thèmes du programme. S'ils poseront des questions sur l'État, Samb va répondre. S'ils poseront des questions sur liberté, Hamidou va répondre. Maintenant, s'ils poseront des questions sur les autres thèmes, Babou et moi, nous sommes là, nous allons les aider, nous allons les reposer et nous allons répondre. Nous vous souhaitons donc bonne écoute et nous souhaitons, nous prions même Dieu qu'il fasse que sa baraka accompagne nos communications. Que les sujets qui vont sortir, que nous puissions les toucher aujourd'hui. Amin. Bismillah. Dr Babou également, ce matin, j'en parlais à mes élèves. Je leur ai dit que c'est quelqu'un de très pertinent. Mais aussi, je leur ai dit que c'est quelqu'un de très profond. Et d'ailleurs, ils ont tiqué
pour me dire profond. J'ai dit oui, il est très profond, parce que souvent, on vous reproche d'être trop superficiel. Alors, Amidou également, c'est un frère. C'est un frère, c'est un collègue, c'est un voisin. Alors donc, je salue tout le monde, je salue l'assistance. Et je salue cette belle initiative. Donc, ma communication va porter, comme l'a si bien dit M. Diène, elle va porter sur l'État et le pouvoir politique. Et je vais articuler mon propos autour de 3 axes. Le premier axe, je vais parler de la genèse de l'État. Ensuite, au deuxième point, je parlerai de la typologie de l'État. Et pour terminer, je parlerai de l'État, la liberté et la violence. Voilà donc les différents points autour desquels s'articulera mon intervention. Alors tout d'abord, je commencerai par parler de la genèse de l'État. Et quand je parle de genèse, là, il est question de s'interroger sur d'où vient l'État, quelle est l'origine de l'État. Alors, mais avant de parler de l'origine de l'État, il est nécessaire qu'on sache d'abord c'est quoi l'État. Donc, qu'est-ce que l'État? C'est la première question à laquelle je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que l'État? Alors, généralement, on définit l'État comme un pouvoir politique. L'État, c'est un pouvoir politique qu'on a institué pour organiser la vie d'une société sur un territoire donné. C'est un pouvoir politique qui est institué pour organiser la vie d'une société sur un territoire donné. Alors, comme vous le savez, les hommes, elle se fait par le biais des institutions. Donc, c'est par le biais des institutions qu'on organise la société. Quelles sont ces institutions-là? Elles sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les institutions politiques, les institutions juridiques, les institutions militaires, les institutions administratives, etc. Quand on parle d'institutions politiques, là, c'est le gouvernement, c'est le président, c'est les ministres, les députés, etc. Lorsqu'on parle d'institutions juridiques, là, on fait allusion à la justice, aux cours et tribunaux. Il y a les institutions militaires, les forces armées, les institutions administratives, par exemple le préfet, le gouverneur, etc. Et toutes ces institutions-là ont pour ambition de réguler la vie d'une société sur un territoire bien déterminé. C'est pourquoi Georges Bourdeau, il définit l'État, je le cite, il dit que l'État, Georges Bourdeau, Georges c'est G, E, oui. Il dit que l'État, c'est le pouvoir politique institutionnalisé. C'est le pouvoir politique institutionnalisé. Fin de citation. Alors, institutionnalisé, et ces institutions-là ont pour finalité d'organiser la vie en société. Alors maintenant, une fois qu'on sait
c'est quoi l'État? On peut se poser cette question-là, d'où vient l'État? Est-ce que l'État a toujours existé? Et à cette question, d'où vient l'État? Il y a deux thèses majeures qui s'affrontent sur la question de l'origine de l'État. La première thèse, c'est la thèse de l'origine naturelle de l'État. Première thèse, c'est celle de l'origine naturelle de l'État. Donc, pour certains penseurs, l'État a une origine naturelle. La deuxième, c'est celle de l'origine contractuelle de l'État. Donc, il y a deux thèses. La première est défendue par Aristote. Aristote dit que l'État a une origine naturelle. Alors, pour lui, l'État a une origine naturelle, pourquoi? Parce que les hommes ont commencé par vivre en famille, et ce sont ces familles-là qui, au bout du compte, vont donner des villages, lesquels villages vont donner des villes, et nécessairement donc, l'État va naître pour organiser ces villes-là. Donc là, c'est la thèse selon laquelle l'État a une origine naturelle. Et Aristote dit que si l'homme est un animal politique, parce que Aristote considère l'homme comme un zoon politikon, c'est-à-dire un animal politique. Il dit que si l'homme est un animal politique, alors, là je le cite, il dit que la cité ou l'État est pour lui et sa famille la communauté naturelle du bien vivre. Je répète, Aristote dit que si l'homme est un animal politique, alors, là j'ouvre les guillemets, la cité ou l'État est pour lui et sa famille la communauté naturelle du bien vivre. Fin de citation. Je reprends. Aristote dit que si l'homme est un animal politique, alors la cité ou l'État est pour lui et sa famille la communauté naturelle du bien vivre. Fin de citation. Alors, à côté de cette thèse d'Aristote, nous avons la thèse de l'origine contractuelle. Ce sont ces penseurs-là qui disent que l'État vient d'un contrat. Parmi eux, nous avons Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes. Ce sont des penseurs de l'origine contractuelle de l'État. Rousseau a théorisé la genèse de l'État dans son ouvrage de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et Hobbes l'a théorisé dans le Léviathan. Rousseau en parlait également dans du contrat social. Alors, qu'est-ce qu'ils défendent, ces penseurs? Ils considèrent que l'État relève de la création humaine. Autrement dit, ce sont les hommes qui ont créé l'État. Alors, mais pour parler de l'origine de l'État, ils ont envisagé un principe qui fonde leur théorie. C'est-à-dire, ils ont envisagé une situation avant l'existence de l'État.
Cette situation, on l'appelle comment? C'est l'état de nature. Donc, avant que l'état ne soit mis en place, il y avait une situation antérieure appelée l'état de nature. Seulement, c'est un principe méthodologique. Rousseau dit que c'est un état qui n'a jamais existé et qui peut-être n'existera jamais. Mais pour bâtir quelque chose, il faut nécessairement un fondement. Et donc, ils ont pris comme fondement l'état de nature. C'est quoi l'état de nature? L'état de nature, c'est un état dans lequel il n'y a ni loi, ni norme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de vie en société et l'homme vivait solitaire. Et dans cet état de nature, les hommes ont une égalité en droit et en liberté. Ça veut dire que les hommes ont les mêmes droits et les mêmes libertés. Autre caractéristique de l'état de nature, c'est que c'est un état dans lequel il n'y a pas de propriété privée. Autrement dit, rien n'appartient à personne, tout appartient à tous. Alors, autre caractéristique, c'est un état dans lequel l'homme est animé par ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Ça veut dire que chacun veut préserver sa vie. Maintenant, par n'importe quel moyen, l'essentiel c'est quoi? C'est de pouvoir préserver sa vie. Alors maintenant, cet état de nature, puisque c'est un état marqué par l'égalité, nous dit Hobbes, cette égalité-là se transforme naturellement en rivalité. Je dis souvent aux élèves, quand vous venez à l'ouverture des classes, on organise un devoir, vous avez 15, à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre qui a 15. Un deuxième devoir, vous avez 16, il a 16. Cette égalité-là, nécessairement, va entraîner une certaine rivalité. Et dans une rivalité où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de normes, forcément, ce sera quoi la loi du plus fort? C'est la loi de la jungle. Précisez seulement que la force n'est pas toujours physique. Tu peux être plus fort que quelqu'un, mais il peut par ruse, par exemple, te dominer. Par ruse ou par alliance, il peut te piéger, tout comme il peut, par alliance, par exemple, te dominer. Ce qui fait que, dans l'état de nature, avec cette rivalité-là, il y a forcément insécurité. Pourquoi? Parce que puisque rien n'appartient à personne, si moi j'ai envie de prendre quelque chose et quelqu'un d'autre a cette même envie-là, là, il va constituer un obstacle pour moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement l'éliminer. Alors, quelqu'un d'autre à côté, je constitue un obstacle pour lui, il m'élimine. Finalement, qu'est-ce qui caractérise l'état de nature? Hobbes dit que l'état de nature, c'est un état d'insécurité. Insécurité, marquée par quoi? Marquée, je cite Hobbes, un état d'insécurité marqué, j'ouvre les guillemets, par la guerre de tous contre tous. Fin de citation. Et dans cet état, Hobbes dit que l'homme est un loup pour son prochain. L'homme est un danger pour son prochain. Et puisque c'est un état d'insécurité, mais il y a dans les caractéristiques de l'état de nature cet instinct de conservation. Les hommes veulent se sauver, ils veulent sauver leur vie. Et pour sauver leur vie, qu'est-ce qu'il leur faut?
Donc, il faut discuter. Discuter pour pouvoir être en sécurité parce que cet état-là de nature ne peut pas continuer. S'il continue, il y aurait l'extinction du genre humain. Donc, c'est pour apporter des solutions à cet état d'insécurité, c'est pour préserver la vie que les hommes ont décidé de signer un pacte social. Alors, de quoi s'agira-t-il dans ce pacte? Dans l'état de nature, chacun avait le droit de conserver sa vie, de se protéger et d'assurer sa propre sécurité. C'est un droit naturel. Mais avec ce pacte, maintenant, désormais, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes les armes à terre. Une fois les armes à terre, on va prendre l'ensemble de ces armes-là qu'on va donner à quelqu'un que Hobbes appelle le Léviathan. Le Léviathan. Et le Léviathan, c'est un monstre marin très, très puissant. Le Léviathan aura en charge de garantir l'ordre et la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, pour Hobbes, la finalité de l'État, c'est quoi? C'est de garantir l'ordre et la sécurité. Mon frère, mon voisin Samb, salut d'abord M. Diène, notre doyen. Moi, c'est vrai qu'à Thiès, je ne suis pas très bien connu parce que je suis natif de Thiès, mais seulement j'ai fait presque 12-13 ans dehors. Donc c'est ces 2 ans-là que je suis arrivé à Thiès, pour laquelle je n'ai que des amis, mais en réalité, on ne se connaît pas bien. Mais quand même, on a eu à se fréquenter. Dans les Babou, on s'est rencontré à Séville-Khotan avec Doyen Ngom. Voilà, c'était exactement, je m'en rappelle. Maintenant, c'est de la générosité quand même, parce que nous sommes les jeunes, vous êtes les vieux, vous nous invitez et vous nous encouragez à participer à cela. Ce qui fait que nous sommes également fiers et tout le plaisir est déjà là partagé. Donc nous sommes honorés d'être invités pour prendre part à cette rencontre. Voilà, M. Samb a fait un rappel magistral sur l'État et le pouvoir politique. Alors, moi, on m'a expliqué, sinon on m'a invité à expliquer l'État, pas l'État, la liberté. Alors, dans ce sens, je pose juste un petit sujet de dissertation, comme l'avait suggéré d'ailleurs Doyen Diène. Alors, le sujet que je vous propose pour réviser la liberté est le suivant. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres? Je pose ce sujet qui nous permet de revisiter la liberté. Sommes-nous libres? Est-ce que nous sommes libres? Sommes-nous libres? Alors, si je me mets le sujet au tableau, j'écris sommes-nous libres, je peux le simplifier au singulier, suis-je libre? Suis-je libre? Suis-je libre? Je suis libre, suis-je libre? Ce jeu-là, c'est qui? Ce jeu-là, c'est moi. Mais moi, je ne suis pas seul sur cette table, je ne suis pas seul dans cette salle, je ne suis pas seul sur la terre de Thiès, je ne suis pas seul dans ce monde. Je ne tombe pas du ciel, je ne pousse pas de la terre, je pars de quelque part, je pars de quelque chose. Je suis né quelque part. Qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui pour être là, parler de la liberté? Qui je suis en réalité? Ce jeu qui parle, c'est qui? C'est un homme avec une série d'expériences, de rêves, de soucis, avec des croyances, une religion, une culture, qui appartient à une famille, qui a des ambitions, qui a des rêves, qui a connu des échecs, des peurs. Donc je suis un être simplement taillonnaillé entre le ciel et la terre, où je rencontre n'importe quelle situation. Donc en réalité, je suis une série, un chapelet d'expériences, un chapelet de biens, un chapelet de mots, un chapelet de problèmes, un chapelet de d'autres considérations qui me définissent et qui me donnent ce que je suis. En réalité, je suis un homme également est un homme, mais en contact avec les autres. Les autres, c'est vous, c'est moi. Donc en réalité, ce jeu-là, c'est qui? C'est moi. Est-ce que moi qui vous parle, tenant ces micros devant vous, est-ce que je peux réclamer la liberté? Est-ce que je peux dire que je suis libre de me déshabiller tout de suite devant vous? Est-ce que je suis libre de marcher sur les tables? Est-ce que je suis libre de faire n'importe quoi? Tout à l'heure, je me suis déplacé. Pourquoi? Est-ce que j'étais obligé de rester ou de sortir? Ce jeu-là qui parle de la liberté, a-t-il le droit de revendiquer un titre de liberté? Qui est je pour dire qu'il est libre? En fait, est-ce que l'homme est libre? C'est de cela qu'il s'agit. Qui est l'homme? La deuxième notion, c'est libre.
libre. La première erreur qu'il faut éviter, c'est de réduire les sujets. Il faut éclater les sujets, il faut les ouvrir. C'est une grave erreur de dire un sujet traite telle partie ou tel aspect. Il faut lire les sujets, il faut les interroger. Donnez-leur le temps de vous parler. Ou éclater les sujets, ouvrez les sujets. Parlez aux sujets. Ne les restreignez pas, ne les réduisez pas. On a dit, sommes-nous libres? Rapidement, certains peuvent se donner le temps de parler état liberté, de rester le coude. Et ça, c'est une grosse erreur aussi. Donc, qu'est-ce que la liberté en réalité? Je pense que M. Aïdine a voulu me piéger en me donnant la question, parce que répondre à la question qu'est-ce que la liberté, c'est audacieux. Je ne sais pas qu'est-ce que la liberté, mais je suis de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La première définition est toujours la mauvaise. Je ne sais pas si les doyens et mon frère Sambo seraient d'accord avec moi, parce que je n'aime pas la définition, la liberté, c'est l'absence de contrainte. Je ne sais de dire aux élèves qu'il n'est pas possible d'agir sans contrainte. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'agir sans contrainte. Essayez, vous allez voir. Quiconque tente d'agir sans contrainte va échouer, parce que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Prenez n'importe quel exemple. L'habit que vous portez. Vous ne portez pas ce que vous voulez, mais vous portez votre personnalité, vous portez votre culture, vous portez votre éducation, vous avez en fonction de la religion, vous avez en fonction de votre forme, vous avez en fonction du climat. Où est la liberté dans ce cas? Vous mangez ce que vous voulez, ce n'est pas possible. Vous mangez depuis une culture, vous mangez depuis la famille, depuis la mère, vous avez l'habitude de prendre le plat de maman. Vous mangez depuis une religion. Est-ce que vous avez des problèmes d'estomac? Est-ce que vous avez de certaines substances, certains aliments? Comment quelqu'un peut dire je suis libre alors qu'il marche sur le soleil? Comment peut-on être destiné à mourir et revendiquer une certaine liberté? En réalité, est-ce que nous sommes libres? Libres devant qui? Et libres par rapport à quoi? Même par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous place ici? Vous pensez que vous êtes libre, c'est pourquoi vous êtes là pour suivre ces cours de philosophie, mais vous êtes hanté par le désir de réussir le monde. Vous n'êtes pas libre. Quelque chose vous pousse, quelque chose vous hante, quelque chose vous détermine, quelque chose vous harcèle, quelque chose vous conditionne, quelque chose vous arrache de votre repos pour vous amener ici. Doyen Djinn l'a dit, sa générosité l'a amené ici. Il aurait aimé rester dans les bras de Madame Gué, mais qu'est-ce qu'elle a poussé ici? Son cœur est tellement généreux que cette générosité est un mobile, une cause qu'il a décroché des bras de sa femme. Donc où est la liberté dans ce cas? Est-ce qu'un être humain peut se lever pour revendiquer un titre de liberté alors qu'il vit sous le soleil? Donc qu'est-ce que la liberté en réalité? On va la définir comme Jean-Paul Sartre ou bien comme Hegel. La liberté se définit dans des situations. Je me rappelle cet exemple que j'ai donné en classe. Je me promène, je mets un pas, 2 pas, 3 pas. Je suis libre de me promener, un serpent traverse. Je ne suis plus libre de continuer, je suis obligé d'attendre que le serpent traverse. Donc à quel niveau de notre vie nous sommes libres? Voilà pourquoi on pose la question, est-ce que l'homme est libre? Qui est l'homme pour revendiquer un titre de liberté? Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas libre totalement qu'on peut lui refuser la liberté, parce qu'en réalité, l'homme a un certain certificat de liberté. Il peut être maître de certains choix, de certaines décisions, il peut être maître de sa vie, responsable de lui-même. Quelque part, il est libre. Maintenant, c'est cette liberté-là qu'il faut tuer, qu'il faut casser. Voilà pourquoi, qui est l'homme pour demander la liberté? D'abord, le seul fait de se poser la question est un acte de liberté. L'animal ne va jamais se demander s'il est libre. La plante ou la table ne vont jamais se demander si elles sont libres, si elle est libre, la table. Donc, si la liberté est posée comme possibilité appartenant à l'homme, qui est cet être-là qui ose demander s'il est libre, la seule possibilité qu'il a, c'est le fait d'avoir une conscience qui lui révèle ce qu'il est. Le seul fait de savoir qu'on est, me décroche d'une certaine nature. Et c'est ce décrochage-là qui me donne un premier pas vers la liberté. Je me libère de la nature, je sors de la nature, pour parler comme Hegel, je sors de l'englument de la nature, je me détache de la nature. Voilà pourquoi la liberté est très compliquée, parce qu'elle traverse toute la philosophie. Dites-moi comment la philosophie est née en rupture avec le mythe. C'est parce que nous nous sommes libérés du mythe, nous sommes libérés de la magie, nous sommes libérés du discours mythique que l'homme est devenu libre. La liberté, c'est la capacité d'être maître de soi. Être libre, c'est décider par soi-même. Être libre, c'est décider par soi-même. Cette bouteille-là, elle est là, mais elle est là, elle ne va pas bouger. Si elle se déplace, c'est quelqu'un qui l'a déplacée. Puisque la bouteille, elle est libre, elle ne saurait se déplacer, elle n'est pas libre, elle n'est pas douée de mouvement, elle n'a pas le pouvoir de se déterminer elle-même. L'animal est-il libre? Non. Pourquoi? Parce qu'il est doué d'instinct. Il est mis par l'instinct, il est programmé. Ce que l'animal fait, c'est avant sa naissance. Rousseau dit que ce que l'animal est, il l'est dès l'instant qu'il naît, il l'est pour les 1000 ans.
Donc l'animal est déjà forgé dans une condition. Maintenant, l'homme, lui, il a la possibilité de se choisir, de se forger. Voilà pourquoi on peut se taper sur quelques aspects de lecture de la liberté. Donc si je reprends le sujet, sommes-nous libres? Oui, nous sommes libres, mais jusqu'à quel niveau? Et répondre à ces questions maintenant nous inscrit sur 3 points que je pose comme thèse, comme antithèse, comme synthèse. Est-ce que la liberté appartient à l'homme? Peut-elle être absolue? Et pour reprendre le terme de M. Sam, est-ce que liberté et loi peuvent aller ensemble? Dans la première idée, on dit sommes-nous libres? On dit oui. L'homme peut revendiquer la liberté, il peut être libre. Pourquoi il peut être libre? Parce que d'abord c'est un être de conscience, un être de raison, un être intelligent, mais qui a la possibilité de s'arrêter, de se voir, de se regarder et de sortir de la situation dans laquelle il est au quotidien. Et tout le monde a appris dans cette salle au moins le passage de l'état de nature à l'état civil. Nous sommes animaux de naissance, en rappelant qu'il y a 3 catégories vivantes. Il y a la catégorie animale, la catégorie végétale et la catégorie minérale. Et on n'est pas des minéraux, on n'est pas des végétaux, donc nous sommes de la catégorie animale. Parmi les animaux, le seul animal qui est animal et qui reconnaît qu'il est animal en refusant d'être animal, c'est l'homme. Ce refus d'être animal, c'est déjà un marque de liberté. On reprend la thèse de Rousseau, bien la thèse de Georges Bataille, et même de Kant. En fait, toute la philosophie retrace le refus d'être naturel, de rester dans la nature. Et ce refus-là marque déjà la nature, marque déjà la rupture, et cette rupture, c'est déjà une sorte de liberté, une aspiration de liberté, et mieux même une manifestation d'une certaine liberté. Nous sommes libres en rupture avec la nature. Nous sommes libres en rupture avec nous-mêmes. Nous sommes libres en rupture avec l'animal qui dort en nous. C'est parce que nous l'avons tombé, nous l'avons dominé et que nous avons reçu l'éducation, que cette éducation nous décroche de la nature et nous donne une certaine liberté. Maintenant, cette liberté, on l'inscrit où? On l'inscrit dans l'espace social. Et dans l'espace social, on est libre parce qu'on a un certain nombre de droits, un certain nombre de possibilités qui nous donnent le temps de faire ou de ne pas faire. Vous faites des choix, vous portez ce que vous voulez, vous faites le choix après le bac de faire telle filière, telle formation. Il y a beaucoup de choses que nous choisissons parce que quelque part nous sommes liberté. Et cette liberté-ci maintenant repose fondamentalement sur l'idée même que nous sommes en termes de conscience, en termes d'intelligence et de raison. C'est parce que nous sommes doués de raison qu'on peut revendiquer une certaine liberté. Jean-Paul Sartre a affirmé que les Français étaient libres sous l'occupation allemande. Cela veut dire quoi? Même quand on est enfermé quelque part, emprisonné quelque part, on peut revendiquer la liberté. Les Français n'étaient pas encore libres sous l'occupation allemande, si. Parce que ce n'est pas le fait d'être enfermé qui fait que nous ne sommes pas libres, parce que la liberté ne se réduit pas au somatique, ne se réduit pas au corps. La liberté, c'est d'abord une liberté intellectuelle, l'esprit. Parce que la dignité de l'homme, qu'on le sache, ne se réduit pas ou ne se définit pas de par son corps. La dignité de l'homme, c'est par son esprit. La dignité de l'homme, c'est par son âme. L'homme est libre parce qu'il est esprit. Il est libre parce qu'il est âme. Il est libre parce qu'il est raison. C'est cette raison-là qui lui confère la possibilité même de pouvoir se lever pour commander la nature. Parce qu'il domine la nature, il domine la nature. Il devient maître de cette nature-là pour le prendre des cartes. Parce qu'il est être de liberté. Mais qu'est-ce qui fait comme liberté? Parce qu'il est intelligence. Maintenant, cette intelligence-là doit servir à quelque chose. Délibérer. Avant de dire, avant de faire, avant de prendre aucune décision, il faut réfléchir. Il faut penser, il faut délibérer. Voilà ce qui engage la responsabilité de l'homme. L'homme est responsable parce qu'il est libre. Il est libre parce qu'il est conscient. L'homme est responsable parce qu'il est libre. Il est libre parce qu'il est conscient. Et ces 3 termes renvoient à une seule idée, c'est la connaissance qui libère l'homme. Si vous ne savez rien de la religion, comment pouvez-vous être libre devant Dieu? Si vous ne savez rien de la vie ou bien des lois de la nature, comment pouvez-vous être libre? Donc, qu'est-ce qui garantit la liberté? Chez nous, la garantie repose fondamentalement sur ce qui fait la différence entre l'homme, l'humain et les autres créatures, les autres réalités. C'est la raison. Et cette raison nous confère une forme de liberté métaphysique, une forme de liberté intellectuelle. Voilà pourquoi la liberté et les libertés, lorsque nous agissons, pas parce que nous agissons, mais nous agissons parce que nous connaissons ce que nous faisons. C'est la connaissance qui garantit la liberté. Même si on reprend l'approche de M. Sam, chez Rousseau, un peuple est libre parce qu'il est instruit. Un peuple est libre parce qu'il n'est pas un peuple ignorant. Donc la liberté, d'abord, est arriver à la connaissance, arriver à une prise de conscience. Celui qui dort, il n'est pas libre.
Pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'il n'a pas conscience qu'il est en état de sommeil, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il n'a pas conscience de la situation dans laquelle il se trouve. Mais celui à qui on a confisqué la conscience, soit par des substances, la drogue, par autre chose, si c'était de la perte de la conscience, que devient sa liberté? Elle est simplement en silence. Voilà pourquoi, sommes-nous libres? Oui, nous sommes libres. Parce que nous appartenons d'abord à la catégorie d'animal détentrice d'une certaine raison, et que cette raison garantit une certaine liberté. Mais également, nous sommes libres, parce que cette raison nous permet de nous comprendre, de délibérer, de prendre les bonnes décisions en fonction d'une certaine connaissance. Et nous sommes libres, parce que nous sommes déterminés à respecter les lois, à respecter les normes, à respecter les principes ou les règlements. Donc la liberté renvoie à cette possibilité que nous avons de choisir par nous-mêmes, de nous guider nous-mêmes, de nous engager nous-mêmes vers quoi? Vers ce que nous voulons. Encore que ce que nous voulons soit accepté soit par la raison, soit par la norme. Si on me demande de résumer la liberté en 2 mots, moi je dirais que la liberté c'est en 2 mots, la norme et la raison. Dans l'espace philosophique, la liberté elle est conditionnée par la raison. Dans l'espace sociopolitique, la liberté elle est conditionnée soit par la norme ou la loi. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de loi. On est en philosophie, c'est la raison qui fonde la liberté. On est en société, en état, c'est la loi ou la norme qui fonde la liberté. Donc, sommes-nous libres? Oui, parce que nous sommes raison. Sommes-nous libres? Oui, parce que nous sommes capables de délibérer, de savoir que je suis un enseignant, voici un certain nombre d'obligations qui s'imposent à moi, je les exécute en tant qu'enseignant. Ce que je le fais en connaissance de cause. Celui qui est malade et qui n'en a pas conscience, et qui prend des substances qu'on lui interdit, et si toutefois ses consciences se retournent contre lui, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu n'es pas un être responsable, tu n'es pas quelqu'un de responsable, le médecin t'avait interdit telle chose. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu n'as pas été conscient. Et cette perte de conscience va lui confisquer sa liberté. Donc si nous sommes dans cet espace-là, est-ce que l'homme est libre? Oui, à condition qu'il soit raison. Est-ce que l'homme est libre? Oui, à condition qu'il épouse les normes de la société, à condition qu'il épouse les lois de la société. Maintenant, cette liberté-là qu'on chante, je suis libre d'aller où je veux, de choisir la filière que je veux, je suis libre de faire simplement le programme que je veux. L'homme chante, sa liberté chante, comme dira Valérie. Mais est-ce que cette liberté, aussi grandiose que nous puissions revendiquer, peut être une liberté qu'on peut développer, étendre et simplement exploiter à fond? Et si on reprend l'idée avec Spinoza, je crois que c'est une phrase que tout le monde devrait recevoir, je le cite un peu. Spinoza dit, l'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Spinoza, le philosophe hollandais, S-P-I-N-O, Spinoza. Bon, il y a certains qui sont de l'Espagne, le Spinoza c'est ES. Mais lui, si ton hollandais, ça commence par S, Baruch Spinoza. Donc c'est les Espagnols qui mettent Spinoza avec ES. Donc c'est Spinoza comme sport. S-P-I-N-O-Z-A. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Et je mets en parallèle cette idée avec celle de Kant. Je le cite encore une fois, Kant, philosophe allemand. Kant dit, l'homme est un îlot de liberté dans une notion de déterminisme. L'homme est un îlot de liberté dans une notion de déterminisme. Un îlot, une petite île. L'homme est un îlot de liberté dans un océan de déterminisme. Îlot, I-L-O-T. Îlot de liberté dans un océan de déterminisme. Une petite île. Un îlot est une petite île. Une petite île. Un îlot de liberté dans un océan de déterminisme. Ces deux expressions vont permettre de revenir sur la liberté pour dire certes nous sommes libres parce que nous sommes doués de conscience, nous sommes libres parce que nous sommes doués de raison, nous sommes libres parce que notre responsabilité est engagée, nous sommes libres parce que nous comprenons et nous agissons en fonction de la situation. Et ces deux autres maintenant nous invitent à réévaluer cette liberté que nous réclamons.
L'homme n'est pas un empire dans un empire. Imaginez que l'homme n'est pas un empire, c'est l'homme sa vie, tout simplement, le cercle de sa vie. Dans le grand cercle qui est la nature. C'est comme si nous sommes dans cette salle, nous disons que nous sommes libres dans cette salle, alors que cette salle est dans un immeuble. Quelle est la valeur de cette salle par rapport à la valeur de l'immeuble? C'est que la salle est soumise à l'autorité de l'immeuble. De la même manière, l'homme dans son cercle, dans sa vie, il est soumis à l'autorité de la nature. Si l'homme est soumis à l'autorité de la nature, est-ce que c'est lui qui commande sa vie ou bien est-ce que c'est la nature qui lui dicte ses caprices aussi? Imaginez manger, dormir. Imaginez la colère. Moi, j'aurais aimé vivre jusqu'à ma mort sans jamais tomber en colère, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui décide. Je voudrais vivre jusqu'à la mort sans jamais éprouver la fatigue, la faim, la soif, le sommeil. Pourtant, je n'en suis pas capable. Celui qui m'a créé en me condamnant. Voilà ce qu'il veut la liberté. On m'a créé en me condamnant dans des besoins. Je n'ai pas le choix, il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je dorme. Ce n'est pas moi qui décide, je n'ai pas le choix. Donc nous sommes en liberté, mais cette liberté va jusqu'où? Spinoza dit, c'est parce que tu es dans la nature que ta liberté n'est jamais totale. C'est parce que tu es dans la nature que ta liberté n'est jamais absolue. Et cette thèse peut être rejetée par André Gide lorsqu'il parle de l'acte gratuit avec l'Afrique. Libre est celui qui agit sans motif. Libre est celui qui agit en s'autodéterminant lui-même. Lorsque le jeune Lafcadio a tué les vieux et qu'on lui a posé la question qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais il pose l'idée qu'il est libre. Mais comment quelqu'un peut être libre en tuant quelqu'un? Est-ce que l'acte même est raisonnable? Est-ce que l'acte même est conscient? Et quand Freud revient, il faut montrer que la liberté n'est pas seulement le fait d'agir sans motif, encore qu'il faut connaître qu'il y a des motifs. Le désir de tuer est le motif. Et Spinoza reprend, c'est parce que nous ne connaissons pas ce qui nous pousse à agir que nous pensons être libres. Mais en réalité, il y a des conditions conscientes comme inconscientes pour reprendre Freud qui poussent toujours l'individu à agir. Soit il le sait, soit il ne le sait pas. Mais de toute façon, les conditions sont déjà fixées. Parce que l'homme est un empire dans un empire. Le mépris, le goût, le mépris, le dégoût, ou bien simplement la haine, la jalousie, ou bien l'amour, ou bien la disponibilité. Tout cela se trouve en nous et quelque part renvoie à une certaine forme de détermination. Or, si nous parlons de détermination, c'est que la liberté, elle est cassée, elle est brisée. Donc on parle d'une sorte de liberté comme promesse de liberté absolue, mais en réalité, cette liberté n'est pas absolue. Elle est limitée par rapport à ma propre condition d'être humain. J'aurais aimé être partout en même temps pour faire l'ubiquité. J'aurais avoir tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas possible. Descartes dit, nous ne sommes pas donnés nous-mêmes à nous-mêmes notre propre existence. Une condition nous a. Ma liberté n'est jamais une liberté absolue. Lorsque je me trouve devant Dieu, devant la société, devant la nature, la liberté est déjà cassée. Donc la liberté, elle existe, d'accord, mais il faut l'arriver au doigt, la relativiser et la limiter. Par rapport à quoi? Aux conditions dans lesquelles vous vivez. Mais si nous parlons également de liberté, on se rend compte que le mot liberté est un mot assez galvaudé, qui est surchargé. Par rapport à quoi? Par l'ignorance des mobiles de l'action, par l'ignorance des conditions dans lesquelles nous délibérons. Lorsque nous ne savons pas ce qui se passe dans notre tête, la plupart du temps, on ne voit pas de mobile. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Il y a forcément quelque chose qui nous pousse à agir. Et ce qui nous pousse à agir, ce sont des mobiles, des déterminations, ce sont des contraintes qui harcèlent l'homme, mais qui conditionnent l'homme. L'ensemble de ces contraintes, de ces mobiles, de ces déterminations maintenant, nous donne à penser que la liberté existe, mais il faut la relativiser, elle n'est jamais absolue. C'est Aristote qui disait que tout est relatif, c'est le seul principe absolu. C'est Aristote qui disait tout est relatif, c'est le seul principe absolu. La liberté, elle existe, elle est une réalité, mais en ce sens qu'elle n'est pas une chose qu'on a acquise une fois pour toutes, mais c'est une chose qu'on peut avoir tout de suite, elle appelle la chose qui vient pour la reconquérir. Et là, nous nous rappelons de Hegel pour dire que pour lui, la liberté, elle n'existe pas, elle est quête, elle est reconquête. Donc si je résume maintenant ces deux premiers points, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que je suis, parce que je suis liberté. Et même quand je déclare que je suis parce que je suis liberté, je me donne le temps même d'appliquer un certain nombre de règles. Parce que je ne peux pas dire j'ai liberté. Je ne peux pas dire je suis mangé. Je ne peux pas dire j'ai arrivé. Pourquoi quand je parle, je suis obligé de respecter cette règle parce que je n'y peux rien, c'est comme ça que ça se passe.
Il y a des lois qui s'imposent à nous, il y a des règles qui s'imposent à nous, il y a des habitudes qui sont installées en nous. Et là, on ne peut rien. Ça nous détermine quelque part, ça nous canalise quelque part. Voilà pourquoi la liberté, d'accord, elle existe, mais il faut la relativiser. Et si nous la relativisons, on tourne simplement l'écran vers Dieu. Par rapport à Dieu, est-ce que nous sommes libertés? Si vous faites l'effort de penser votre rapport avec Dieu, la plupart du temps, on pense que nous sommes libertés, mais lorsqu'il est question de Dieu, Dieu nous force certaines choses, la prière, le jeûne et les autres formes d'adoration de Dieu. Et si on y regarde de plus près, il me demande de prier, et je prie parce qu'il me force à prier, mais est-ce qu'il m'a donné le temps de délibérer? Est-ce qu'il m'a harcelé? Est-ce qu'il m'a forcé à prier? Est-ce qu'il me laisse avec ma conscience, avec mon intelligence, avec ma raison? Est-ce qu'il me laisse avec une certaine liberté? Est-ce que je ne dois pas délibérer pour prier? Quand je dis que j'aime, par exemple, une personne, quelle personne? J'aime ma sœur. Mais en réalité, est-ce que vous pouvez imaginer l'origine de cet amour, faire l'historique de cet amour-là? Vous êtes qui pour aimer qui? Le type d'homme dont vous êtes amoureux, le type de femme dont vous êtes amoureux, est-ce que parce que vous choisissez simplement, ou est-ce qu'une analyse psychanalytique renvoie à une certaine situation de votre personnalité qui dit que tel sujet ne peut aimer que tel autre sujet? La personne que vous êtes, compatible avec une autre personne, est-ce que c'est vous qui désirez, ou bien est-ce que c'est votre acte qui vous trace un canevas pour tomber amoureux de quelqu'un? Est-ce que l'ensemble de ces questions nous donne un champ de liberté pour dire, en réalité, qu'est-ce que la liberté? Au fond, elle n'existe pas. On la cherche, on la trouve, on la perd, on la recherche, on la retrouve, on la perd. C'est une quête ininterrompue. Voilà pourquoi, comme enveloppe, c'est comme ça que je définis la liberté. Donc si je reviens sur l'image de la grammaire dont j'ai parlé, l'homme face à la loi, devant Dieu, je suis libre, à condition que je connaisse d'abord qui je suis par rapport à Dieu et me donne une certaine lecture de Dieu par rapport à moi-même. Je suis créé, quelqu'un m'a créé, je me soumets à sa volonté. Le fait de me soumettre à sa volonté, en comprenant ma condition et sa condition, c'est ça qui définit la liberté face à Dieu. Dieu ne tue pas les libertés. Au contraire, il nous laisse le choix, la possibilité de nous rendre compte qu'une âme telle que je suis, je ne peux être âme que parce que créé par quelqu'un. Ma condition n'est pas d'être sur terre, mais ma condition c'est de suivre le chemin qu'il m'a tracé. Lorsque nous sommes libres, on fait ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça, vous pouvez le vérifier. Lorsque vous êtes manipulé par vos camarades, vous n'avez pas de liberté. Si tel copine a fait telle coiffure, vous allez faire telle coiffure. Mais ne demandez pas, vous savez vous-même que vous n'êtes pas liberté. Si on fait une publicité et qu'une robe a été publiée sur simplement un site de vente, vous partez acheter la robe, mais c'est sûr que vous l'avez achetée parce que vous l'aimez. Mais en réalité, vous n'êtes pas libre, on vous a manipulé par la publicité. Combien de choses cherchons-nous? Combien de choses avons-nous, mais en réalité qui sont venues de l'inspiration des autres? Nous sommes mus par quoi? Par les autres. Les autres nous influencent, les autres nous manipulent. Et là, est-ce que nous sommes en liberté? Non. Mais dans le cas de Dieu, est-ce que c'est le cas? Non. Il nous laisse le temps de délibérer. Et dans cette délibération, c'est mon cœur avec mon âme qui comprennent que l'âme que je suis, sa condition naturelle n'est pas de s'écarter de Dieu, sa condition naturelle c'est de se conformer à l'interdit, de se conformer aux recommandations divines. Voilà pourquoi pour toute âme, dès l'instant qu'elle se reconnaît âme, se soumettre à Dieu est sa condition d'être liberté. Les âmes qui ne sont pas libres sont les âmes qui s'écartent de Dieu, qui n'ont pas l'idée qu'elles sont âmes, mais leur course c'est d'aller vers Dieu et ne pas s'écarter de Dieu. Donc, en me conformant à l'interdit religieux, c'est parce que j'ai compris qui je suis, que j'ai compris ce que je représente devant Dieu et ce qu'il représente devant moi, je me rends compte que je suis né pour tendre vers Dieu. Ma tendre vers Dieu est ma condition pour m'affirmer en tant qu'âme libre. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit en classe, je le répète devant tout le monde, les âmes qui ne prient pas sont les âmes qui ne sont pas libres, parce que prisonnières des pulsions, des passions, des caprices du corps. Quiconque se dit libre devant Dieu, reconnaît Dieu, accepte Dieu et se soumet à sa volonté. Reconnaître Dieu, accepte Dieu, se donner à Dieu, déjà n'est pas une perte de liberté, c'est la grandeur de l'âme, c'est la confirmation que l'âme est intelligente mais libérée du corps, comme dit Platon, l'âme est prisonnière du corps. C'est parce que je prie, que je célèbre Dieu, que j'entends Dieu, que je suis Dieu, que mon âme se libère du corps et va sur Dieu. C'est pour laquelle l'acte de prière est une affirmation d'une certaine liberté. Et dans l'espace social maintenant. Donc là, c'est la loi au sens dit divin. Dans l'espace social, comme l'a suggéré M. Sam, la première chose, c'est d'abord qu'est-ce que la loi? On peut l'inscrire dans le champ de la science. En science, on appelle loi le rapport régulier, constant,
simple entre les phénomènes. C'est comme ça qu'on définit la loi du point de vue épistémologique. Qu'est-ce qu'une loi? On appelle loi rapport régulier, simple, constant entre les phénomènes. Donc les lois scientifiques, les lois naturelles. Peut-être une petite illustration. Je dis par exemple l'eau à 100 degrés. À chaque fois qu'on prend l'eau, on élève la température de l'eau jusqu'à 100 degrés. Qu'est-ce qu'on constate? Le phénomène du bouillonnement. À chaque fois que ça bout, c'est 100 degrés. À chaque fois que ça bout, c'est 100 degrés, ça bout. Ce rapport-là est simple, régulier, constant. On appelle loi rapport constant, régulier, simple entre les phénomènes. Au plan scientifique, au plan épistémologique. Mais là, on tourne la caméra vers l'espace social politique. Et là, je donne juste la définition donnée par Rousseau. La loi est l'expression de la volonté générale. Chez Rousseau, la loi est l'expression de la volonté générale. Or, quand nous parlons de la volonté générale, Rousseau, dans la même veine également, statue sur deux autres types de volonté. Et les lecteurs du contrat social vont s'en rendre compte. Il y a ce qu'on appelle la volonté individuelle ou la volonté particulière. Il y a la volonté de tous. La volonté individuelle, c'est la volonté de chaque particulier, de chaque associé. C'est la volonté de chaque Sénégalais. La volonté de tous, que l'on confond souvent avec la volonté générale, c'est l'addition, c'est Rousseau qui parle, l'addition des volontés individuelles. Je reprends. Rousseau dit, la loi est l'expression de la volonté générale. Et il définit trois types de volonté. La première, c'est la volonté particulière ou individuelle, c'est la volonté de chacun d'entre nous, La deuxième, dit Rousseau, c'est l'addition des volontés individuelles. Mais il y a une volonté qui est la volonté de chacun et de tous, mais en même temps. Cette volonté, qui est la volonté de chacun et de tous en même temps, Rousseau n'est non, c'est la volonté de tous. Non, c'est la volonté générale. On ne doit pas les confondre. Les termes se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. L'une des difficultés de la philosophie, c'est l'analyse conceptuelle. Donc, la volonté de tous n'est pas la volonté générale. La volonté de tous, c'est l'addition des volontés individuelles ou particulières. La volonté de tous, c'est la volonté de chacun et de tous en même temps. C'est cette volonté-là qui va se manifester à travers la loi. Ce que veut le peuple, on va l'inscrire dans un texte qui s'appelle la loi. Voilà pourquoi on dit que la loi est la constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale, la charte. Pour se dire qu'elle est sacrée. Donc on est libre parce qu'il y a des lois. Or, les théoriciens tels que Nietzsche, tels que Michel Bakounine, tels que Max Stirner, tels que Saint-Augustin, voient en l'âle la mort des libertés. Je prends Bakounine, je chiffre sa formule, une belle métaphore, vous m'excusez. Bakounine dit, l'État est le vaste cimetière où viennent s'enterrer nos libertés. La métaphore est très claire. L'État est le vaste cimetière où viennent s'enterrer nos libertés. Autrement dit, s'il y a liberté, s'il y a État, c'est que les libertés sont tues. Par quoi? Ce que lui Althusser appelle l'appareil répressif ou coercitif de l'État. Lui Althusser a statué sur ce qu'on appelle l'appareil répressif ou coercitif, dont a parlé M. Sam, la gendarmerie et la police, qui sont des contraintes, qui sont des limitations destinées à préserver un certain ordre, mais à quel prix? À la limitation des libertés. Donc s'il y a État, il y a appareil répressif, entre parenthèses, police et gendarmerie. S'il y a appareil répressif, il y a limitation des libertés. S'il y a limitation des libertés, que devient la vie en société? Et cette thèse anarcho-marxiste de l'État montre qu'il faut éliminer l'État pour que la liberté soit possible. Karl Marx et Lénine ont statué sur ce qu'on appelle le dépérissement de l'État. Il faut aider l'État à disparaître. Parce que l'État n'est pas compatible avec les libertés. L'État confisque les libertés. L'État tue les libertés. L'État simplement étouffe les libertés. Mais en réalité,
Imaginez un État où il n'y a pas de liberté. Pour reprendre le fameux terme de Émile Durkheim, l'anomie. Si l'État disparaît, l'appareil répressif disparaît, la police disparaît, la gendarmerie disparaît. Et si l'État disparaît avec ses institutions, ses appareils, dont parle Émile Durkheim, anomie, anomos, anomie, absent de loi. Émile Durkheim a forgé le terme. Donc si chacun se donne le temps de dire, je ne respecte pas les règles, je tiens compte de rien, je fais juste ce que je sens, tout le monde fait ce qu'il veut, on va retrouver l'état de guerre de tous contre tous, l'état d'anomie, l'état de tuerie. Chacun pour soi et la nature pour tout le monde. Maintenant, Rousseau dit avec Hegel qu'on n'a pas les mêmes forces physiques, qu'on n'a pas les mêmes forces intellectuelles, on ne peut pas avoir les mêmes moyens de se défendre. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de nous sauver? Comment va-t-on faire? Les plus forts vont dicter leur loi. Non, on a quitté cet état, on est dans l'espace social. Dans l'espace social, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut avoir le temps de dire les lois sont là, il faut les respecter et tout simplement? Qu'est-ce que la loi porte comme promesse? C'est l'un des points fondamentaux du contrat social. Je dirais même que c'est la véritable question du contrat social. Comment obéir tout en restant libre? C'est ça la véritable question que Rousseau pose dans le contrat social. Comment obéir tout en restant libre? Libre aussi par avant qu'on est qu'auparavant. Et c'est dans ce sens que Rousseau dit, je le cite, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Rousseau dit, il nous faut trouver, je le cite, une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. C'est comme une sorte de tontine. Chacun se donne à tout le monde parce que chacun doit aider tout le monde à survivre. Chacun aide tout le monde et tout le monde aide chacun. C'est la philosophie du contrat. Je me donne à vous, vous donnez à moi. Je m'occupe de vous, vous vous occupez de moi. Ce contrat, ton nom, ça mon nom, ça arrange chacun, ça arrange également tout le monde en même temps. Et comme l'a rappelé M. Dienne, l'idée de Kant, nous sommes dans une insociable sociabilité. Et que l'on est souvent rebelle à certaines règles, à certaines conditions, à certains paramètres. Comme l'homme est déjà soumis et harcelé par les passions, des pulsions et des tendances naturelles, il faut canaliser la vie en société. Il y a un discours qu'on ne supporte pas dans l'espace public. Il y a un comportement qu'on ne respecte pas dans l'espace public. Même si je suis libre alors qu'il fait chaud, il y a un type de vêtement que je ne peux pas porter immédiatement dans la nature. Il y a des choses qu'on m'interdit. Pourquoi on me l'interdit? Pour le maintien de l'espace social. Une fille qui savait comme elle veut et qui sort, peut-être on ne devrait pas l'agresser, on ne devrait pas la toucher, mais est-ce qu'elle n'a pas encouragé l'agresseur également? Il y a la brigade des mœurs. Pourquoi toujours on met des lois? Pourquoi toujours on définit des conditions pour engager les hommes dans une certaine forme de conduite ou de comportement? Parce qu'il ne peut pas être laissé à lui-même. L'homme est un être égoïste de naissance. Il est narcissique de naissance. Il ne tient compte que de sa propre vie. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce que Spinoza appelle persévérer dans son être. Mais ce n'est pas une raison pour se permettre n'importe quoi et c'est également se sauter n'importe quel comportement. Il faut arriver à un certain état où la règle et ce qui détermine quoi, le dire et le faire des membres du groupe social. Maintenant, comment va-t-on faire cela? Il faut tracer un code de comportement. Et ce code de comportement définit le permis et l'interdit, qui sont les arrière-plans de quoi? De la loi. Et je reviens sur la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi, elle est nourrie par les habitudes, elle est nourrie par la religion, elle est nourrie par ce qu'on appelle les interdits, par les coutumes. Mais en réalité, que fait la loi? La loi a la promesse de poser un cadre juridico-politique qui permet de dire ceci peut être fait, mais ceci ne doit pas être fait, dans la seule finalité de permettre à tout le monde de vivre en paix, en tranquillité. Voilà pourquoi Rousseau naît. La première loi est le respect de la loi. La première loi est le respect de la loi. Si vous ne respectez pas la loi, cette société risque de basculer vers le désordre, l'anarchie, et c'est toi qui en serais responsable. Opposer un discours plein de passion
mais un discours très recherché, un discours plein de pédagogie. Non seulement il a présenté le thème, sommes-nous libres, il a contextualisé, il a problématisé, il a annoncé un plan et il a respecté le plan et il a même fait ce qu'on appelle une récapitulation. Merci beaucoup, M. Hamidou. Merci, M. Samb. Docteur Babou, vous avez la parole. Merci vraiment, Hamidou. On sent nettement vous décrocher. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup d'élèves par la suite avoir du mal, parce que tellement les concepts se suivaient et ça le préfigure un peu de ce qui les attend dans les études supérieures. C'est comme ça parfois que ça se passe. Il faut réfléchir vite et bien, n'est-ce pas, pour pouvoir asseoir un raisonnement pertinent. Donc vraiment, je suis très satisfait, sincèrement, des deux communications qui ont été données cet après-midi. Au moment où il parlait d'ailleurs, je me disais, est-ce qu'il y a lieu réellement de faire un rappel de ce qu'il a dit, tellement il a donné. Ce que je voudrais seulement dire, par rapport au sujet, il l'a dit dès le départ, concernant la liberté, parce que malheureusement, c'est ce que nous voyons sur les copies, dès qu'il y a un sujet sur la liberté, c'est la définition de Lalande, que vous connaissez tous, toutes, qui n'est pas loin d'ailleurs de la conception populaire de la liberté, comme le fait de faire ce que l'on veut, n'est-ce pas, et de se soustraire à toute contrainte, une absence de contrainte. Et dès le départ, vous avez tenu à dire qu'il faut faire attention. L'homme est dans un réseau de contraintes, de déterminisme qui font que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est contraint, soumis par un certain nombre de déterminismes, des lois, des normes, un ensemble de choses qui font que si on devrait parler de liberté, on ne pourrait en parler que dans ces contraintes, mais personne ne peut se soustraire entièrement, totalement à ces contraintes. Et vous avez donné des exemples pertinents, énormément d'exemples pour montrer qu'on ne peut pas ne pas subir ces influences, ces contraintes. C'est comme ça que vous êtes attelé d'ailleurs par la suite à convoquer les auteurs, les rationalistes comme Descartes, l'existentialisme avec Sartre, n'est-ce pas, hein? Spinoza. Vous voyez, vous avez parlé de Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire, qui montre clairement que cette nature-là où Dieu, n'est-ce pas, est le seul à pouvoir revendiquer une liberté totale. Parce qu'en réalité, il n'y a que lui qui connaît la nécessité de toutes ses actions. Voilà. Dieu comme causa sui, c'est lui seul. D'ailleurs, quand vous expliquez, ça me rappelait, parce que comme on est en face des élèves, Spinoza lui-même a donné cette métaphore que vous connaissez très bien, la lettre à Schiller, qui est dans la lettre à Schiller. Il dit, si vous voulez comprendre ma conception de la liberté, concevez une pierre qui est placée sur un plan incliné. Si vous laissez la pierre, elle va dégringoler. Mais si la pierre était en train de penser, elle pourrait se dire qu'elle est totalement libre, qu'elle bénéficie d'un libre arbitre, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui la pousse apparemment de derrière. Or, ce que la pierre ignore, peut-être, c'est que si elle tombe, c'est parce qu'elle est soumise à la loi de la pesanteur. Si nous sommes là, collés à la terre, c'est parce qu'il y a une attraction terrestre. Sinon, on flotterait. Donc, si cette pierre tombe, il y a une nécessité, ce que Spinoza appelle nécessité, il y a une contrainte, n'est-ce pas, qui fait qu'elle tombe. C'est pourquoi Spinoza dit, bien que rationaliste, comme vous l'avez dit, il n'est pas d'accord avec les Descartes sur un libre arbitre. Pour lui, c'est une illusion que de penser que l'homme peut agir en toute indépendance. Et ça, d'ailleurs, il le partage avec les marxistes que vous avez cités, qui considèrent qu'il y a une double détermination, les lois de la nature et les lois de l'histoire. Et que si l'homme doit être libre, il doit être libre dans ces déterminations-là. Donc, pour me résumer, et il l'a clairement expliqué,
même quand vous donnez la définition de Lalande, la liberté comme étant le fait de faire ce que l'on veut, ou bien absence de contraintes, il faut très rapidement préciser qu'on peut à la limite comprendre cela dans le cadre du rationalisme, qui parle de volonté, comme dit Descartes. Hein, c'est la volonté, Dieu a donné entièrement à l'homme une volonté infinie. Peut-être dans ce cadre-là. Mais parler d'une liberté totale comme absence de contraintes, c'est quasiment impossible, parce que quoi qu'on fasse, notre propre corps est une contrainte. Je dis souvent aux élèves, pour le savoir, il suffirait de vouloir courir jusqu'à Tambacounda sans s'arrêter. Votre corps va vous rappeler très rapidement que ce n'est pas possible. C'est une contrainte. Si vous voyez. Donc, il y a des exemples comme ça, très, très, très banals, qui permettent d'expliquer ce que nous voulons dire. C'est l'homme du sens commun, généralement, qui rêve de cette liberté comme le fait de faire ce que personne n'assistera jamais à ce jour où il pourra faire tout ce qu'il veut. Si vous sortez d'une contrainte, vous entrez dans une nouvelle contrainte. Et vraiment, ça a été très clair dans le propos. Je ne prétends pas résumer ce que vous avez dit, mais seulement souligner cet aspect à l'endroit des élèves, éviter de se focaliser sur la définition de la liberté comme absence de contrainte. La définition de la liberté comme le fait de faire ce que l'on veut. C'est vrai, les non-philosophes, l'homme du sens commun, et même parfois un peu les philosophes, parce que Lalande, sa définition, comme je l'ai dit, n'est pas très loin de cette conception, mais en règle générale, la leçon sur la liberté veut vous montrer que l'homme ne peut parler de liberté qu'au sein de contraintes. D'ailleurs, il y a un sujet de baccalauréat, cela me rappelle, la contrainte annihile-t-elle la liberté? On vous a donné. Voilà, la contrainte. Il fallait montrer, est-ce que ce sujet voulait vous inviter à montrer que non. Mais à première vue, si on se base sur la conception commune de la liberté, on pourrait penser que là où il y a contrainte, il n'y a plus liberté. Mais on voulait, à la fin de votre raisonnement, que vous montriez qu'en réalité, si on doit parler de liberté chez l'homme, elle ne peut se passer qu'au milieu de certaines... Les contraintes sont lesquelles? C'est les contraintes dont vous avez parlé, de la nature, de la société, de l'État et même de l'inconscient. Et c'est là où les rationalistes souvent sont critiqués par les psychanalystes qui considèrent qu'ils exagèrent un peu le pouvoir de la conscience. Pensez que parce que nous avons une raison, parce que nous avons une volonté, on peut faire ce que l'on veut, c'est ignorer quelque part les motivations inconscientes qui nous motivent sans qu'on ne le sache. Et tout le travail de Freud a été de montrer que souvent on donne une puissance, un pouvoir à la conscience qu'elle n'a pas. Vous connaissez sa fameuse phrase, la conscience règne, mais elle ne gouverne pas. Vraiment, c'était juste quelques éléments tirés de son propos, mais le propos est très riche et je voudrais bien, avant que vous ne partiez, que vous puissiez poser des questions pour que cette leçon soit maîtrisée. Parce que comme il l'a dit au début, on voudrait bien, si jamais un sujet sortait sur les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, que vous n'ayez aucun problème. Vous voyez, j'enchaîne avec M. Samb. Comme vous l'avez dit, opposition de style. Hein, autant les concepts ont été très rapides avec Hamidou, autant, et c'est très bien, et c'est ça qui fait la richesse de la philosophie. Il vous a même permis de noter, d'écrire beaucoup de choses. Voilà. Et ça aussi, ça a son côté positif. Et lui, il est revenu sur cette leçon. À chaque fois que je la fais, d'ailleurs, je dis aux élèves, si vous avez un sujet sur l'État, ça doit être votre jour de chance. Parce qu'il me semble qu'il y a des leçons beaucoup plus difficiles que l'État. Si vous connaissez la définition de l'État, si vous pouvez faire la différence entre l'État, la société, la nation, la patrie, parce qu'il y a une année, il y a eu un hors-sujet national. Voilà. Parce que le sujet qui a été donné portait sur la société.
Et nous avions dit en réunion, à l'époque on allait à l'Office du bac, que dans ce sujet-là, le candidat ne doit pas parler de l'État. Parce qu'une société, elle est différente d'un État. La preuve, il y a des sociétés qui ne sont pas des États, ou bien qui ont du mal à être des États, comme la société palestinienne. Il l'a dit dans sa définition, pour qu'il y ait État, il faut un territoire bien déterminé. Parmi les éléments. Pourquoi un territoire bien déterminé? Parce que c'est la zone d'application des lois. La preuve, si vous allez sur Ziguinchor, vous dépassez Sénoba, dès que vous mettez un pied derrière la barrière en territoire gambien, vous êtes sous les lois gambiennes. Si vous sortez de l'autre côté du pont, vous êtes sous les lois sénégalaises. Donc on a besoin, pour qu'il y ait État, qu'il y ait un territoire. Mais ce territoire n'est pas seulement terrestre. Il ne faut pas limiter la frontière à la terre. Il y a également le ciel aérien. Il y a la mer. Mais tout ça doit être délimité de manière claire pour qu'on puisse parler de l'État. N'est-ce pas? Mais il a ajouté que pour qu'on puisse parler d'État, il faut qu'il y ait un pouvoir politique. Une autorité qui polarise principalement l'essentiel. Parce qu'il y a plusieurs autorités dans la société. Il y a le père de famille qui a une autorité, il y a le marabout qui a son autorité, il y a le chef d'entreprise qui a son autorité, mais au-dessus de toutes ces autorités-là, il y a l'autorité de l'État. C'est ça qui fait que, quelle que soit la manifestation, ou même ici, il n'est pas dit qu'il n'y a pas un agent de l'État qui nous surveille. Ce qu'on appelle les renseignements généraux. Parce que l'État tient à son pouvoir. Partout où des citoyens sont, ils voudraient savoir ce que l'on fait là-bas. Donc la notion d'autorité également, comme vous l'avez dit, est extrêmement importante quand on parle d'État. Il a même ajouté un élément, mais à la fin de son propos, la violence, le monopole de la violence, sur lequel insiste beaucoup Max Weber. Et le mot monopole également, c'est pourquoi j'ai bien aimé quand M. Diène a attiré son attention sur la définition, parce qu'il y a eu une année aussi, c'est un mot qui a beaucoup gêné les candidats. Je pense que c'était philosophie, nul n'a le monopole de la philosophie. Et les élèves étaient passés à côté. Pourquoi? Parce que dans la première partie, ils mettent monopole, et après, ils veulent faire une deuxième partie. Vous contredisez, le monopole, comme il l'a défini, c'est une exclusivité. Avoir le monopole de quelque chose, c'est être le seul à détenir les droits ou bien quelque chose. Pas quelqu'un d'autre. Mono, comme il l'a dit, un. Mais si vous dites, oui, philosopher, c'est avoir le monopole de tout, après vous revenez dire, cependant, bonjour la contradiction. Et comme je l'ai dit souvent, le péché suprême en philosophie, c'est la contradiction. Éviter les thèses, antithèses, en termes de contradiction. Comme il a dit dans le sujet, l'homme est-il libre? C'est ça? Sommes-nous libres? Un élève qui met thèse, nous sommes libres. Antithèse, nous ne sommes pas libres. Mais si c'était ça, vraiment, nous ne serions pas là cet après-midi à nous fatiguer. Évitez ces genres d'approches. Si la philosophie fatigue les candidats, c'est parce qu'elle demande un mode de traitement beaucoup plus subtil. Où vous pouvez faire une antithèse sans que cette antithèse soit le contraire direct de la thèse. Et il l'a montré, effectivement, dans son propos. Pourquoi pense-t-on qu'on est libre? Il commence par ça. Et c'est ça, avec ça qu'il faut commencer dans la première partie. Après de montrer maintenant que si on pense qu'on est libre parce qu'on est soustrait aux contraintes, aux déterminations, on se trompe. Parce que quoi qu'il fasse, l'homme est inséré dans des contraintes. Et c'est au milieu de ces contraintes-là qu'il doit conquérir sa liberté. Voilà, on est libre, mais d'une liberté limitée parce qu'il y a les contraintes. Soit par la connaissance, on peut se libérer, comme il l'a dit en rappelant le propos de Leibniz, et même chez Spinoza.
Parce que même si Spinoza dit, nous ne sommes pas un empire dans un empire, mais on peut s'élever sur le plan de la connaissance jusqu'à se dissoudre dans l'essence de Dieu, avec la béatitude, et comprendre comme Dieu comprend. En ce moment-là, on est libre comme Dieu, même si on n'est pas Dieu. Mais ça, c'est une élévation spirituelle. Mais penser qu'on peut comme ça faire ce que l'on veut, quelqu'un peut, je donne un exemple banal, en venant ici dire je vais assister à des révisions. Mais ça, c'est la raison officielle qu'il se donne. Mais est-ce qu'il connaît la vraie raison pour laquelle il est venu? Elle est venue. Souvent, c'est ça qu'il dit. C'est donc, pour être libre, ce n'est pas en supprimant la nécessité, mais en essayant de comprendre ce qui me détermine de derrière. Vraiment, les communications sont extrêmement riches, mais comme je tiens à vous donner la parole, et comme ça on pourra tous répondre sur des thèmes plus diversifiés que liberté et État, je vais m'en arrêter à ça, et je vous remercie vivement. Bon, initiative moom gis naa ni moom lépp baax na macha allah parce que cours yi moom bañ ci commencé ba tey am na yenn yoo xam ne comprendre luñ ko woon mais explication yi moom macha allah yëpp dugg na ñoom daal ñu leen sant di leen gërëm parce que xam nga philo moom mooy loolu neexut a comprendre te ci classe kese moom nga jàng ko mënoo comprendre lépp donc séance yi ñuy def nii gratuite moom arrangé nañu parce que man fu ñu mënti organiser conférence damay dem pour xool donc. amélioré na lu bari ci man te tamit maa leen sant leen gërëm ñoom ñëpp yàlla nañ gudd fan am wér gu yaram tamit li ñuy def ni yàlla na di continuer moom macha allah. man depuis première séance bi ñu organisé fee ne Subdeco boobu laa tàmbalee dem ci séance yi Subdeco bu lycée bi bu démb bi ak bu tay ci suba bi tamit ak ci soir bi bu ñu organisé Auchan. ñaata matière bon philo laa defagum ak may continuer tamit cours yi ñuy def gratuite kii Subdeco que ce soit maths français anglais. waaw cours yi moom am na solo bu baax parce que mi ngi ñuy permettre ñuy comprendre bu baax parce que mënoon nañ dem feneen wala instant bii nii mu ñuy fekk ci yeneen mais au moins ki nga xamante ne moom la ñu wax ni moo am xalaat bii nii muy Thierno Alassane Sall dimbali nañu bu baax parce que. instant bi ni mënoon nañu fekk ci yeneen classes yi duñu am kuñ jàngal affaire yooyu noonu duñu mën a comprendre mais grâce à li mu def nii tax na ñun ñëpp ñi ngi comprendre et que matière yi mi ngi dugg ñu conseil bi may joxe moom mooy ñun jeunes yi dañoo war a conscient quoi parce que lii nii dafa rare koo xamante ni nii waxu la kaay xeex waxu la kaay saaga waxu la kaay yàq dalay wax kaay jàng donc ñun ñoo war a conscient daal di ñëw di ko jàppale parce que lii buñ ko jàppalee donc xam nga kii nii ki lay wax kaay jàng su doonee président dina la defal leneen lu dàq jàng xam nga kon kii dañ kaa war a jàppale man ci li ma xalaat ñun ñëpp nag dañoo war a ñëw nekk ci ginnaawam donte suñuy carte d'identité ay carte d'identité yu bees la nañ ko yéene sànnil ko man ci li ma xalaat parce que li mu def nii dafa raar ñëw jàppale ñu ci ay cours et puis ñun ñëpp ñu ngi comprendre am na ñoo xamante ne seen cours de renforcement yi sax dañ ko mujjee suspendre ñëw fii nii parce que fii nii compréhension bi moo li nga mën a comprendre fii sax am na foo xamante ni doo ko fa mën a comprendre man jàpp naa ni li mu def nii initiative bi lu baax a baax la. Yes, allo. Yes, allo.